Dans les régions méditerranéennes, le départ en procession de nymphoses des chenilles de Tometopea pithiocampa se fait au printemps. En file unique, tous les individus appartenant à une même colonie abandonnent l'arbre nourricier. Soumis à une géocinèse positive, le chef de file, généralement une chenille femelle, dirige la procession vers le sol. Un mécanisme d'intercommunication tactile maintient l'intégrité de la colonie. Une interaction complexe de la lumière et de la température conduit le chef de file dans les zones les plus chaudes du biotope où a lieu l'enfouissement. À quelques centimètres sous terre, les chenilles se nymphoseront après tissage d'un cocon, puis les chrysalides subiront un arrêt de développement qui dure généralement quelques mois, mais peut se prolonger pendant une ou plusieurs années. La fin de la période de diapause varie selon les régions, mais elle est toujours estivale. En juillet, dans le sud de la France, les papillons émergent entre 17 et 23 heures, suivant un régime horaire rigoureux. Voici une femelle, trapue, caractérisée par son abdomen cylindrique. Le mâle, plus frêle, antennes déployées, grimpe toujours sur un support élevé, puis s'immobilise. Cette réaction d'arrêt, pour le mâle comme pour la femelle, est le prélude nécessaire au déploiement des ailes qui s'effectuera en 20 minutes. La prise de vue, image par image, en facilite l'observation. Lorsqu'elles ont atteint leur taille maximale, les ailes déployées se redressent à la verticale, puis se rabaissent jusqu'au séchage complet. L'adulte est prêt pour l'envol. Vers minuit, grâce à ses antennes réceptrices, le mâle a retrouvé la femelle et s'est accouplé. Les deux partenaires resteront unis pendant 30 à 45 minutes. À la fin de l'accouplement, après un bref échauffement musculaire, le mâle s'envole. Il mourra quelques heures plus tard. Plus lente, la femelle s'envole à son tour à la recherche du support idéal de ponte. Vers 3 heures du matin, nous la retrouvons sur un pin qu'elle a choisi d'abord en fonction de sa silhouette, puis de la structure des aiguilles. Elle enserre avec ses tarses 2 aiguilles rassemblées et dépose ses œufs en un lent mouvement tournant. Chaque œuf est recouvert immédiatement par les écailles que la pondeuse possède à l'extrémité de son abdomen. En 3 heures, plus de 200 œufs seront pondus. Au lever du jour, on découvre les pontes à l'extrémité des rameaux. Elles sont assez facilement repérables, malgré leur homochromie avec les bourgeons. Les écailles enlevées, les œufs apparaissent en rangées parallèles. Après 35 à 45 jours d'incubation, au mois d'août et septembre en général, a lieu l'éclosion des jeunes chenilles qui, après avoir percé une ouverture dans le chorion, se glissent au travers des écailles protectrices.
Elle mesure 3 mm. Immédiatement, elles se mettent à tisser sur la ponte un réseau de soie très dense qui constituera le territoire nécessaire à leur première manifestation grégaire. Groupée à la base des rameaux pendant la journée, la jeune colonie commence à se nourrir vers le soir. Au cours des 3 premiers stades larvaires, elle change de place fréquemment. En automne, on retrouve la trace de son passage sur les arbres. Ponte et dégâts des 2 premiers stades. Dégâts du 3e stade. Début de construction du nid d'hiver. Ce n'est qu'un réseau de soie très léger qui enveloppe pendant la journée la colonie tout entière. Le début des premiers froids a donné le signal de sa construction. Son emplacement est définitif. En hiver, les chenilles sont parvenues au 4e stade larvaire. Leurs activités de tissage et d'alimentation sont généralement nocturnes. Le nid, bien architecturé, tient lieu de radiateur solaire et permet à la colonie de compenser, par son regroupement, les variations thermiques trop brutales. Les dégâts s'accentuent et prennent leur maximum d'ampleur dès les premiers beaux jours, période de la dernière mue larvaire. Parfois, l'intensité des dégâts est telle que les chenilles du 5e stade, affamées, dévorent les ultimes aiguilles même pendant la journée. Ensuite, contraintes de déserter leur nid, elles se rassemblent en longs manchons itinérants à la recherche de nourriture. Certaines années, à la fin de l'évolution larvaire de Tomatopea, la forêt est totalement dévastée. Ces cas exceptionnels, dus bien souvent à un déséquilibre biologique ou climatique, sont heureusement très rares, car à chacune des étapes de sa vie, la processionnaire est soumise à l'action d'un grand nombre d'ennemis naturels. Nous examinerons rapidement les principales espèces qui, au cours du cycle annuel, contribuent à réduire la population de ce ravageur. Tout d'abord, prélevons une ponte peu de temps après l'éclosion et enlevons les écailles protectrices. Nous constatons que plusieurs œufs sont percés d'un trou plus petit que celui laissé par l'éclosion des chenilles. Ils ont donné naissance à des calcidiens parasites oophages. Plusieurs espèces se partagent les œufs de la processionnaire, mais 2 d'entre elles sont particulièrement actives. Ooencyrtus pitiocampé, que nous voyons ici sur une aiguille de pin, mesure moins d'1 millimètre. Comme pour la plupart des insectes, le comportement de toilettage tient une grande place dans son activité. Il pond perpendiculairement à la surface du manchon, de préférence dans les œufs découverts, mais tout défaut d'imbrication des écailles maternelles au moment de la ponte peut faciliter son action.